Premier cas clinique qui s'intitule « C'est l'histoire d'un vaccin ». Alors, est-ce que je peux avoir le... Comme ça ? Ouais, j'ai reçu des instructions sur comment utiliser un micro. Donc, je vais vous présenter. Donc, on a prévu une session de 3 cas cliniques. Et je commence cette session avec un cas clinique que j'ai intitulé donc, « Une histoire de vaccin ». C'est l'histoire d'un patient que nous avons reçu en avril 2021. Donc, c'est maintenant il y a plus d'1 an. C'est un jeune homme de 23 ans qui n'avait aucun antécédent, aucun facteur de risque cardiovasculaire, très sportif, interne dans une discipline que je ne citerai pas pour qu'il puisse rester anonyme, et qui avait un bilan cardio, parce qu'il était très sportif, et un bilan cardio avec un ECG qui était strictement normal 3 ans auparavant. Et il a fait, donc en avril 2021, comme tout le personnel soignant, une vaccination contre le Covid-19 10 jours auparavant. Et donc, début avril, il consulte aux urgences de Saint-Pierre pour une fièvre à 39 et une douleur thoracique brutale avec des myalgies diffuses associées à une asthénie intense. Donc, devant la douleur thoracique, un électrocardiogramme est réalisé qui retrouve un rythme sinusal régulier, comme vous pouvez le voir, et un aspect donc, Q en V1, V2 et D1, AVL. Il bénéficie également d'une radiothorax qui est strictement normale et une première biologie devant la douleur thoracique. Donc, des marqueurs myocardiques sont réalisés et donc il revient avec une troponine à 790 picogrammes par millilitre et une troponine qui s'élève à 2000 nanogrammes par litre, ainsi qu'un syndrome inflammatoire avec une CRP à 79 et des globules blancs normaux. Donc, devant la douleur thoracique et l'élévation de la troponine, un avis cardiologique est demandé. Et un des cardios du Sud qui le voit, c'était peut-être Marion ici présente, ou Floriane, je ne sais plus, réalise une échographie du cœur que vous voyez ici. Donc, c'est une coupe parasternale grand axe, où on voit qu'il y a une hypertrophie du septum, une hypertrophie de la paroi postérieure. Et en petit axe, on observe la même hypertrophie, associée à une cinétique segmentaire qui est normale, une fraction d'éjection normale. Vous avez ici les mesures qui montrent en télédiastole un épaississement de la paroi et en télédiastole ici et en télésystole un épaississement encore plus impressionnant de la paroi du ventricule gauche de façon diffuse et une dysfonction diastolique sévère au Doppler tissulaire avec des ondes E' très abaissées ainsi qu'un strain VG très altéré, marqueur de dysfonction diastolique. Devant cet aspect d'échographie et l'électrocardiogramme et la troponine, il y a un diagnostic de myocardite qui est posé. Le patient est hospitalisé aux soins intensifs cardio à Saint-Pierre et il reçoit, comme qui est recommandé dans le traitement de la myocardite, des bêta-bloquants devant la fonction VG préservée et une dose d'aspirine et colchicine. L'aspirine peut être discutée dans cette indication, mais devant des douleurs thoraciques très intenses, donc il y avait une myopéricardite, il a eu de l'aspirine et de la colchicine. À J1, le patient se dégrade, il présente un choc cardiogénique avec une hypotension orthostatique, une hyperlactatémie, une cytolyse, et il est transféré dans le Nord en réanimation, en réapolie, pour discuter de son dossier. Donc, compte tenu de le caractère fulminant de cette myocardite, mais aussi le statut d'interne, ça a touché quand même beaucoup de gens. Donc très vite, il a eu beaucoup de personnes dans sa chambre pour discuter de multiples thérapeutiques possibles. Donc on est parti de l'évasané le jour même en métropole, à poser une assistance myocardique, faire une biopsie pour documenter la myocardite ou instaurer d'emblée une corticothérapie. Le temps qu'on discute toutes ces options, et c'est assez vite amélioré. Donc, il a reçu de la dobutamine en première intention. Et à J2 de la prise en charge en réa, il s'améliorait franchement. Et à J4, il était asymptomatique et il a été transféré en USIC.
À J4, une fois qu'il est stabilisé, le patient bénéficie d'une IRM myocardique que vous voyez ici. C'est une séquence T2 STIR, c'est la séquence de la myocardite. C'est la séquence qui permet d'allumer le signal du myocarde et de visualiser l'œdème. Et on a un hypersignal de tout le myocarde, mais aussi du VD et un épanchement péricardique associé, ce qui confirme le diagnostic de péricardite. Je vous rappelle que la myocardite, c'est un diagnostic anapathe. Il faut objectiver l'inflammation du myocarde, mais cette biopsie n'est réalisée que entre 3 et 10% des cas en fonction des études. Et avec l'avènement de l'IRM, ça pose le diagnostic, évidemment en éliminant une maladie coronaire. Mais chez ce patient de 23 ans sans aucun facteur de risque et sans séquelles d'infarctus, nous avons confirmé le diagnostic a priori de myocardite. Pourquoi je dis a priori ? Parce que jusque-là, ce diagnostic associé au Covid-19 n'était pas connu, mais c'est aussi le caractère très hypertrophique de cette cardiopathie. Donc, dans la littérature, il y a beaucoup de cas de myocardite, énormément, mais très peu de cas de cardiopathie hypertrophique, donc de myocardite hypertrophique. Donc, on a aussi évoqué la potentielle cardiopathie hypertrophique décompensée par un syndrome viral. Et notre patient a infirmé d'emblée le diagnostic lui-même parce qu'il était persuadé d'avoir une écho et un ECG normal 3 jours avant. Et c'était le premier à avoir regardé dans PubMed les premiers cas de myocardite qui venaient d'être publiés, post-vaccinal. Et donc l'autre hypothèse, c'était bien sûr la myocardite aiguë hypertrophique post-vaccinale. Et ce patient, il a été regardé par tout le monde, les internistes, les réals, les cardios. Il a eu tous les bilans auto-humains possibles et imaginables. Un TDM thoraco-abdominal, une scintigraphie, des biopsies. Je vous épargne tout le bilan qui était négatif. Et il a eu plusieurs tests Covid négatifs, parce qu'il y avait la question aussi d'une infection Covid, et une sérologie Covid positive. Donc à J7, le patient est rentré chez lui avec aspirine colchicine associée à de l'ivabradine, parce que compte tenu du choc cardiogénique initial, on a été un peu frileux de mettre des bêta-bloquants. Donc comme il était rapide, on l'a mis sous ivabradine et on l'a laissé sortir sous ce traitement. On l'a revu un mois, il était complètement asymptomatique avec un ECG qui était normalisé, mais c'est une échographie normalisée avec un septum interventriculaire qui est devenu normal et une paroi postérieure qui avait nettement régressé d'épaisseur. Ça, c'est l'écho d'avril et ça, c'est l'écho du mois de mai. On a quasiment une normalisation de l'HVG, ce qui confirmait l'hypothèse du patient lui-même qui n'avait pas de cardiomyopathie hypertrophique. Là, c'est la fonction diastolique qui était assez impressionnante pour les échographistes que nous étions, Reza et moi, devant le strain extrêmement altéré et qui s'est vraiment bien amélioré à 1 mois de l'évolution de sa myopéricardite. Et je vais vous montrer également l'image d'IRM. Donc c'est la même séquence en T2 STIR. Ça, c'est un T2 STIR normal où le myocarde est gris. Et là, le myocarde 1 mois auparavant avec l'hypersignal. Il n'y avait aucune séquelle de sa myocardite à l'IRM sur les séquences tardives, c'est-à-dire pas de rehaussement tardif, pas de fibrose. Il a complètement récupéré. Et donc, on a conclu à une probable myocardite post-vaccinale anti-Covid-19, ARNM, ce qu'il avait reçu comme vaccin. Et à ce moment-là, c'était vraiment les tout débuts des premiers cas déclarés. Et le patient va très bien, donc l'interne en question va très bien et il doit s'inscrire au grand RAID bientôt. Donc ça, c'est un autre débat sur est-ce qu'on peut autoriser à un patient à un an d'une myocardite de faire le grand RAID. Et la question que je voulais soulever par ce cas clinique, c'était la question qu'on se pose en tant que cardiologue, urgentiste, médecin généraliste. La myocardite sur infection à Covid versus myocardite post-vaccin anti-Covid. Concernant la myocardite liée au vaccin, il y a énormément d'articles dans la littérature. Il y a plein de cohortes, plein de registres observationnels. Ça, c'est la dernière que j'ai trouvée, que je trouvais intéressante, publiée en avril 2022 dans Circulation. C'est une étude observationnelle sur 23 centres de cardiologie en France, en Italie, en Espagne. Et excusez-moi. Je me perds, voilà, c'est bon. Et qui a regardé tous les patients hospitalisés. Donc, il y avait 56 000 patients hospitalisés pour Covid. Et parmi ces patients, ils ont relevé 54 cas de myocardite et donc 2,4 cas de myocardite pour 1000 hospitalisations pour Covid-19. Et ces patients avaient une médiane d'âge de 38 ans et c'était des formes extrêmement graves, 39% de myocardite qui ont nécessité des inotropes, de l'assistance, 70% de myocardite étaient admises en réanimation. Il y avait une mortalité à 6,6% à 3 mois
et 15% de mortalité s'il y avait une atteinte pulmonaire versus 0 en l'absence d'atteinte pulmonaire. Donc les patients peuvent avoir des myocardites post-Covid sans atteinte pulmonaire. C'est des chiffres assez effrayants, mais il faut relativiser ça par le cas de patients, il n'y avait que 54 patients, et aussi par le recrutement. Donc c'était vraiment que des centres tertiaires qui avaient accès à la biopsie, à la choro et à l'IRM cardiaque. Donc en France, globalement, à Paris, c'était la Pitié. Et on connaît, pour ceux qui connaissent la région parisienne, les cas graves qu'il y a à la Pitié. Donc toutes les myocardites qui sont dans tous les services d'USIC qui vont bien n'étaient pas dans le registre. Nous parlons de myocardites liées au Covid-19. Maintenant, les myocardites post-vaccinales, est-ce que ça a été décrit avant le Covid? Donc oui, les myocardites vaccinales existent et ont été largement décrites. Ça, c'est un travail, entre autres, réalisé par l'équipe de la Pitié. Ils ont regardé la database de pharmacovigilance de l'OMS de 1965 à 2021. Donc, c'était un gros travail d'archivage où ils ont regardé tous les cas de myocardite qui ont été signalés. Post-traitement, il y avait 5000 cas de myocardite en rapport avec des traitements. Et la première pathologie, en tout cas, premier médicament pourvoyeur de myocardite, c'est les psychotropes. Pour ceux qui ne le savaient pas, moi je ne le savais pas en tout cas avant de vous faire ce topo et avant de regarder. Et donc en chef de file, c'est la clozapine, qui est le premier médicament pourvoyeur de myocardite. Il y a aussi les immunothérapies, il y a aussi les immunosuppresseurs, mais aussi 15,4% de vaccins, de vaccins qui sont pourvoyeurs de myocardite. Et en chef de file, c'est le vaccin contre l'anthrax. Et il y a aussi le vaccin contre la grippe et aujourd'hui le vaccin contre le Covid-19. Donc ce n'est pas une nouveauté, ça existe, on connaît. Maintenant, qu'en est-il de la myocardite post-vaccin Covid-19 ? Donc, le premier cas, c'était un case report qui a réussi à faire le JAMA. Donc, nous, quand on a publié en juin, je peux vous dire que c'était fini, un case report sur la myocardite post-vaccinale. Donc, on s'est fait rejeter. Mais les premiers qui ont été très rapides, ils ont réussi à faire un JAMA avec une myocardite post-vaccinale. En août, il y avait dans Circulation 8 patients qui ont été publiés, myocardite post-vaccinale. Et donc ça, c'est en janvier 2022. Maintenant, pour faire le JAMA, il fallait un gros registre observationnel avec au moins 50 millions de doses de vaccins aux États-Unis entre septembre 2020 et septembre 2021. Et dans ce registre, ils nous disent clairement qu'il y a un surrisque de myocardite en rapport avec le vaccin anti-Covid-19. Ça, c'est une autre étude par l'équipe israélienne. C'est les premiers qui avaient publié le cas de myocardite, qui ont analysé les effets du vaccin et les effets de l'infection par Covid-19. Et donc, dans le registre observationnel, ils avaient pour 100 000 infections à Covid, 11 cas de myocardite, et pour 100 000 vaccins anti-Covid, 3 cas de myocardite. Vous pouvez voir la balance entre l'infection en elle-même et le vaccin. Et ce qui ressort dans tous les registres, c'est que la myocardite post-vaccinale sont des formes très peu graves, contrairement à notre patient, quand même, très peu fréquentes, mais il y a un réel surrisque. Ça touche plutôt l'homme jeune, comme le cas de myocardite en général. Et le plus souvent, ça arrive après la seconde dose d'ARN, d'un vaccin ARN-M, dans les 7 jours. Par exemple, là, actuellement, on a eu un cas de myocardite que Philippe Boiron a biopsié hier. C'est une dame qui était vaccinée, mais le vaccin datait d'il y a plus de 4 mois. Donc là, on n'a pas retenu ce diagnostic compte tenu de ce qui est rapporté dans les registres. Le mécanisme est peu clair. Il y a probablement un mécanisme immunologique, mais aussi une médiation virale directe. Mais dans toutes les études de myocardite post-Covid, mais aussi myocardite post-vaccinale, où il y a eu des biopsies, on n'a jamais retrouvé de virus en Covid dans les cellules myocardiques. Donc j'espère qu'avec cette petite revue de la littérature, je vous apporte le rapport bénéfice clair en faveur de la vaccination par rapport à l'absence de vaccination. Même s'il y a des cas de myocardite, il ne faut pas occulter tout le bénéfice lié à la vaccination, mais aussi tout ce que peut engendrer une infection Covid en termes de complications cardiovasculaires, de thrombose, d'embolie pulmonaire, d'infarctus et de myocardite. Et si j'ai le temps, et c'est Louis-Marie Desroches m'autorise, je voulais soulever quelques questions avec vous. C'était quid des sujets à risque. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos patients qui ont eu des antécédents de myocardite, séquelles de myocardite ? C'est très difficile. Il n'y a pas de recommandation claire. Le seul élément que j'ai pu trouver, c'était dans l'Agence nationale de sécurité du médicament,
qui nous donne des préconisations. Donc, pour tous les patients qui ont un antécédent de myocardite, il n'y a pas de contre-indication à une vaccination anti-Covid-19. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'un antécédent de myocardite ? Et la myocardite, donc c'est un diagnostic, comme je vous disais, à l'IRM, et il faut s'assurer que votre patient n'a pas de myocardite active, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de troponine et il n'y a pas d'œdème au niveau de l'IRM, hein. Par contre, les patients qui ont un rehaussement tardif à l'IRM, des séquelles de myocardite, eux, ne sont pas contre-indiqués à la vaccination. Pour les patients qui ont des myocardites post-vaccinales, clairement, comme notre patient, il est contre-indiqué au vaccin ARN. Pour l'instant, il n'est pas vacciné. Lui-même, il n'est pas vacciné. Et pour les patients qui ont un antécédent de myocardite à Covid, donc pour eux non plus, il n'y a pas de contre-indication avec la même précaution, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de myocardite active, des troponines négatives et l'absence d'œdème à l'IRM. Et après, c'est une discussion à avoir avec les patients, parce qu'il y a des patients qui sont frileux du vaccin et d'autres qui sont frileux de re-avoir le Covid et re-avoir une myocardite. Donc il faut discuter au cas par cas avec le patient et les éléments de myocardite active, hein, que je vous ai dit. Donc c'est un bénéfice-risque à discuter. Pas de vaccin en période inflammatoire et avec évidemment le dosage de tropo et d'IRM. Je vous remercie. Merci beaucoup Thierry pour cette belle présentation. C'est vraiment un très beau cas clinique qui a marqué effectivement tout le service. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle ? Maxime ? Oui, je me permets, parce que j'ai eu la chance ou pas de voir ce patient en aigu. Et pour le message pratique et la discussion, donc déjà en fait il devait aller en musique, finalement par chance, faute de place, il était allé en réa immédiatement. Et en fait, il s'est dégradé entre le transfert aux urgences et la réa, il s'est déjà dégradé hyper vite. Et la discussion qu'on a vue initialement, c'est donc bêta-bloquant ou pas, parce qu'en gros, on sait qu'en aigu, une myocardite, c'est soit un risque de choc cardiogénique, soit des troubles du rythme ventriculaire. Et donc, FEVG préservé, enfin même plus que préservé initialement, c'était dit bêta-bloquant, ce qui, je pense, a été délétère clairement chez lui. Et le message, c'est que vraiment, quand on a un gros œdème et une hypertrophie comme ça en aigu sur une myocardite, c'est clairement un risque d'évolution vers la myocardite fulminante. Donc voilà, pour les urgentistes ou même les cardiologues, il faut vraiment se méfier de ça et éviter les bêta-bloquants, plutôt une surveillance, éventuellement l'accord d'Aaron, s'il y a une grosse hypertrophie en aigu. C'est vrai que parfois, il faut savoir ne rien faire. Message. Ne rien faire, exactement. C'est la question qu'on a vue ce matin au sujet d'un patient. On a dit il faut savoir ne rien faire, regarder le patient. Je suis tout à fait d'accord. Et juste la question piège par rapport à la chronologie, comment ils arrivaient à faire la part des choses justement entre le post-vaccinal et l'infection un peu à bas bruit. Toutes les études. Alors, j'ai cru avoir compris ta question, mais c'était en gros savoir si on arrivait à vraiment corréler cette myocardite avec le post-vaccinal, à part un timing qui pourrait concorder, sachant qu'il y a eu une très grande partie de la population qui a été vaccinée, mais aussi une très grande partie de la population qui a été exposée au virus. Donc comment on peut être sûr à chaque fois que ce soit du post-vaccinal et pas d'une infection Covid à bas bruit ? Oui, c'est vrai que là, je ne peux pas répondre à ta question, mais sur la chronologie, sur toutes les études observationnelles, ils ont fait des appariements sur l'âge, sur l'appariement entre l'âge des patients qui ont des myocardites et pas myocardites, vaccin, pas vaccin, avec des scores de proportion pour ressortir Il y a beaucoup de calculs statistiques dans toute leur histoire pour rendre le vaccin ou pas imputable. Mais dans toutes les études, ils gardaient le 7 à 15 jours. Oui, j'avais plusieurs commentaires. Il faut être très prudent, hein. Vous avez fait une association entre un vaccin Covid et la survenue du myocardite. Mais avant de faire une causalité, les critères d'imputabilité sont très stricts. Ma première question, est-ce que vous l'avez déclaré à la pharmacovigilance ? Absolument. Est-ce que vous avez le retour de la pharmacovigilance sur l'imputabilité ? Oui. Et alors ? Alors oui, tout à fait. En termes de timing et de bilan exhaustif. Et donc il impute ? Il impute au vaccin anti-Covid, oui. Tout à fait. Et est-ce que je voulais savoir, à un moment, vous marquez sérologie Covid positive. Oui. Mais c'est une sérologie anti-S ou c'est une sérologie anti-capside ? Alors, je ne peux pas vous répondre. Parce que c'est très important. Oui. Parce que si votre sérologie Covid, ce n'est pas une sérologie anti-S, ça veut dire qu'il a eu le Covid ou qu'il a encore le Covid. Et là, l'imputabilité, elle est beaucoup plus difficile. Alors, moi, je ne peux pas répondre à la question, mais quand on a soumis l'article, on a demandé à la chef de service de Bactériaux qui nous a dit, selon eux, en tout cas dans leurs études, c'était des sérologies post-vaccinales.
Mais je ne peux pas peux pas vous répondre sur... Parce que s'il n'y a que l'anti-S qui a été testé, on ne peut pas faire la différence entre les deux. Il faut qu'il y ait En tout cas, on l'a précisé l'anti-N. dans notre article. D'accord. Que c'était en rapport refusé. avec le vaccin, qui a été refusé parce qu'on tente encore. Mais... C'est vrai que ça, c'est atypique. D'abord, c'est un peu tardif. Et c'est une myocardite grave, alors qu'en général, elles sont pas très graves. Oui, c'est ça. Mais après, il y a une description. Lui, c'était et puis, cette sérologie qu'il faut savoir. Enfin, vous pouvez toujours le regarder, et savoir si c'est la maladie ou le vaccin. Ce qui était très surprenant dans ce cas, c'est d'avoir autant d'œdème myocardique quand même. Franchement, c'est la première. L'hypertrophie était majeure. Parce que le diagnostic différentiel, c'était une CMH inaperçue, découverte sur post-vaccination ou sur un virus ou quoi que ce soit. Et c'était même une hypothèse que moi, j'avais privilégiée initialement en disant que c'était rare d'avoir un œdème aussi marqué. Je ne sais pas, il avait combien, 25 mm de septum. Enfin, c'était quand même extrêmement marqué. C'est quand même assez rare. Quelques cas rapportés, effectivement, mais c'est vraiment assez rare. On était très inquiets pour lui. Dernière. Justement, comment tu expliques qu'il y en a qui font des myocardites incroyables, qui passent en choc cardiogénique avec 25 mm et qui doublent leur septum, leur paroi myocardique, et qui, un mois après, ont zéro trace. Et il y en a qui font une petite douleur thoracique, 1000 de trop et qui garderont une séquelle IRM toute leur vie. Alors pour notre patient et le choc cardiogénique, on avait comme hypothèse principale, parce que je ne voulais pas détailler le cas clinique, mais à aucun moment, il avait une dysfonction VG grave. C'est-à-dire quand il était en réel, il avait 40% de VG. Mais il avait une telle hypertrophie, une telle dysfonction diastolique, en mettant un peu de bêta-bloquant, il n'avait plus de débit cardiaque. Pas sur la dysfonction systolique, mais la dysfonction diastolique. C'était aussi le caractère impressionnant du cas clinique. C'est un peu comme si c'était une amylose. Voilà. Donc ça, c'était décrit, mais 1,25 de biseau à une amylose, il s'effondre. Et là, c'était aussi le cas de notre patient. Peut-être qu'il y a des myocardites qui sont plus versant œdème et peu lésionnels, comme lui, alors que d'autres ont peut-être moins d'œdème et plus lésionnels avec séquelles. Vous avez déjà un peu répondu en disant qu'il avait une FEG qui était restée stable en réanimation. Mais moi, je me demandais en tant qu'interne, donc c'est un patient jeune qui n'a pas d'antécédent, qui n'a pas de facteur de risque, tropo qui bouge, avec un ECG qui bouge. Au début, on croit beaucoup à la myocardite. Est-ce qu'à partir du moment où le patient part en réa et qu'on perd un peu le contrôle, est-ce qu'on se redit qu'on va faire une choro ou est-ce qu'on est confiant dans le diagnostic de myocardite sur les patients graves comme ça? Est-ce que de façon un peu systématique, on se repose la question ou pas? Alors je vais voir l'avis des coronarographistes, mais pour moi c'est un ensemble. C'est l'âge, les facteurs de risque, le CG. Après la myocardite, il faut s'assurer que tu n'as pas dans les critères de Louisiane de myocardite, il faut s'assurer de ne pas avoir de pathologie coronaire pouvant expliquer le tableau. Mais après, est-ce qu'il faut aller à la coro d'emblée À son âge, on ne l'avait pas fait. Ouais. À son âge, à aucun moment on a discuté de coronographie où ça a été vite balayé, qu'il y avait un contexte soit infectieux, soit post-vaccinal. Donc là, ça sentait effectivement la myocardite ou un diagnostic différentiel éventuellement, mais aucun cas dans ce cas de CMH, surtout on évoquait une cardiopathie ischémique en tout cas chez lui. Parfois, ça peut se discuter, surtout à La Réunion, on en discute régulièrement entre nous. En métropole, chez les jeunes qui font un tableau de myocardite like ou de STR-ST- avec un petit peu de tropo. Chez jeunes, pas de facteur de risque, effectivement, c'est une myocardite qui est ou non un facteur déclenchant viral identifié ou pas. Et on va rarement à la coronographie. Il y a le coroscanner effectivement qui a une place, ou l'IRM précoce effectivement qui peut faire le diagnostic, et c'est passer des examens invasifs. Alors en tout cas, la probabilité de coronopathie est plus importante qu'en métropole chez les jeunes, avec ou sans facteur de risque. Il y a beaucoup d'hérédité, beaucoup de diabète même chez les jeunes. Ils fument un peu. Effectivement, en tout cas, il y a le challenge n'est pas aussi balancé qu'en métropole, et il y a un peu plus de coronopathie en tout cas. On a eu le cas avec et dans ce cas, il n'y a pas de problème. Et on a eu un cas avec Philippe il n'y a pas très longtemps. Il y a un mois, on avait un jeune sans facteur de risque, mais un sus-ST franc. Il n'y avait pas de miroir, une douleur thoracique persistante. L'ECG était très inquiétant, et en l'absence de facteur de risque, il s'est quand même déplacé. Il a fait la cour à 3h du matin. Et la cour était normale. Mais ça on a déjà eu des histoires un peu... Ouais. C'était pas moi de garde, traître. D'un patient qui était en cours de discussion, un patient de 27 ans, juste tabagique, et qui avait un ECG qui n'était pas franc pour un ST+, avec miroir, et qui pouvait évoquer en premier lieu, avec un petit syndrome inflammatoire, une myocardite. Il se trouve qu'il est descendu à la coronographie pendant qu'il y avait la discussion, et on lui a fait la coro, et c'était un ST+, authentique. Donc même à 27 ans, avec peu de facteurs de risque cardiovasculaire, on peut se retrouver dans des situations d'ambiguïté thérapeutique, pas thérapeutique, mais de stratégie. Donc voilà. Plus spécifiquement, encore une fois, sur cette île, on se pose la question de la coro un peu facilement.